Quand on lit ici ou là sur Wikipédia, par exemple, des biographies de peintres et de sculpteurs, on s'aperçoit qu'en telle année, un tel a créé l'événement à la Galerie Bidule, des galeries comme celle d'André Drouin, Jeanne Buchet-Jäger, Galerie Lovenbruck, la Galerie Guillaume, qui font des événements parfois aussi importants qu'un passage dans un musée national. J'aime, moi, flâner dans ces galeries. J'aime entrer, regarder, admirer, demander le prix. C'est important de savoir où l'on se situe et cette indication ne se trouvera jamais dans un musée. Alors, Florence Chivré-Plossu, vous dirigez la Galerie de la Présidence, ainsi appelée pour sa proximité avec le Palais de l'Élysée. Vous êtes à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la place Beauvau. Et vous créez l'événement et suscitez la curiosité avec une exposition Jean Fautrier jusqu'au 31 octobre. D'où vous est venue cette idée? C'est tout d'abord une passion. Rapprochez-vous du micro, comme ça on vous entendra mieux. Toujours une passion. Pour Jean Fautrier. Et spécialement pour les années 20, qui sont très fortes, très réalistes. Et c'est en rapport avec la politique et les peintres qu'on suit de la galerie. On a une partie classique, Boudin, Signac, Cros, Marquet. Et on a une partie plus moderne avec Marcel Gromer, Jean Fautrier. Donc c'est dans cette mouvance de ces années 20 à 30 qui sont très dures à l'époque. Gruber aussi, dans les années 40. Donc c'est assez cohérent. Alors quelques repères biographiques. Il est né en 1898, il meurt en 1964, date charnière dans l'histoire de l'art parce qu'il côtoie Léopold Zborowski et Paul Guillaume, deux grands marchands, et puis termine dans un marché marqué entre autres par l'art informel, du matiérisme à l'abstraction lyrique, je pense à Georges Mathieu. Vous avez décidé de concentrer votre regard sur les années 20. Alors que se passe-t-il alors pour Jean Fautrier, dans les années 20 particulièrement? Alors il est totalement figuratif. Oui. On a des choses réalistes. On commence au début des années 20 avec des nus très intimes, très réels, très, très structurés. Et puis petit à petit va s'installer l'art qui va devenir l'art informel des années 40 qui va arriver. On peut déjà le déceler dans ces années 20. Peu à peu, le sujet va devenir secondaire et il y a un travail sur la matière qui fait que son art change considérablement entre 1920 et 1930. Alors, il prend un atelier au 20 rue de Lambre, à Montparnasse, cette rue ô combien peuplée de talents. Il vit avec André Pierson, son premier modèle, et ses nus ont des volumes souples et denses. Ils sont de très grands formats. Vous en accrochez 4 dans le rez-de-chaussée de votre galerie. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'il a fait des grandes sanguines. Il en a dû en faire 15 à 20 grands maximum. Et on a la chance d'en présenter 5, ce qui est vraiment une chose... Après, il va faire d'autres sanguines, des plus petits formats. Mais là, c'est des feuilles de papier qui font 1 mètre de haut, qui décident d'exposer au salon d'automne, au salon des Tuileries. Donc ça veut dire qu'il leur donnait une certaine importance. Elles sont faites d'après modèle. La plupart du temps, Madame Pierson, exactement, qui restera sa compagne pendant 15 ans. Mais bon, c'est tout des volumes. Aussi, il va s'intéresser à la sculpture et ça se sent dans ses sanguines, qui sont donc très travaillées dans le sens des volumes, mais aussi il y a une partie à la craie noire. C'est assez subtil, mais très fort. On parle d'André Pierson, mais il va avoir plusieurs femmes, même beaucoup de femmes. Les femmes ont toujours une place très importante dans sa vie. On écoute. Vous glace, couvert jusqu'à s'étouffer, on ne peut pas se réchauffer, encourti, l'on n'ose pas même changer de place, on ne songe pas les pieds gelés à rigoler, quand on est deux, ce n'est pas la même chose, comme on a sous les draps, 4 pieds, 4 bras, on les mélange ou on les superpose dans des soutiens, on ne sait plus où sont les siens. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose, pas besoin de ces cruchons qui fuient par le bouchon, seul au toto, ça vous fait froid dans le dos. Quand on est deux, on est joliment mieux. Le grand Julot disait, pour descendre un petit peu, faire le coup du père François, bien des fois chez les fois, car on peut entre nous prendre la
et se faire casser la gueule, et qu'on est seul. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose. Pendant que dans les reins, on colle un coup sur un votre copain. Au même instant dépose un coup de citron bien appliqué dans le plafond. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose. On divise le travail, on peut faire du détail. Seul, on serait trop, on fait du mauvais boulot. Quand on est deux, on est bien moins nerveux. Quand on est deux, ce n'est pas la même chose, chante Maurice Chevalier en 1924, précisément ces années que la galerie de la présidence exprime à travers Jean Fautrier, les années 20. Et je suis avec Florence Gibret-Plossu pour parler justement de cette exposition à la galerie de la présidence. Alors, avant d'entrer davantage dans les œuvres que vous exposez, moi je trouve le type assez épatant, il faut qu'on en parle un peu. En 1917, il s'engage dans l'armée sur le front, il est gazé, il est réformé, il est entre les deux guerres, rue de Lambre, il peint ses années essentielles dans son œuvre. En 1934, à Cour d'Argent, depuis la crise de 29, il s'installe à Tignes, où il est moniteur de ski. Moi, j'adore ça. Il est gérant d'hôtel, il monte une boîte de nuit, il en ouvre une autre à Val d'Isère, et puis il voyage, divorce, se remarie, redivorce, s'installe boulevard Raspail à Paris, aide la résistance, est arrêté par la Gestapo, il s'en sort grâce à Jean Paulhan, il rencontre Janine Epli, qu'il épouse. Elle est l'autrice de romans érotiques, publiés sous la direction de Philippe Solers, et poursuivra sa vie dans les bras de Dominique Horry, l'autrice d'Histoire d'eau. Alors Jean Fautrier et Janine vont inventer un procédé de calcographie. On le voit, Fautrier remet toujours en cause et les femmes et la forme. Et je trouve que dans cette vie qui est quand même assez extrêmement mouvementée, et puis il meurt en 1964, il y a vraiment ces années 20 où il est à Montparnasse et où il y a une espèce d'unité dans cette œuvre à ce moment-là, alors que c'est une œuvre qui est très hybride, enfin comme on dirait aujourd'hui. Et pourtant, il ne fréquente pas du tout le milieu artistique de la peinture. La Grande Chaumière, les cafés de la Coupole et le Café du Dôme, non, il est tout à fait indépendant, une personnalité forte mais indépendante. Un seul caractère ? Assez difficile, oui. Il va se fâcher avec un certain nombre de personnes. Hein. Et le seul milieu qu'il fréquente vraiment, c'est le milieu littéraire. Jean Paulhan, René Char, Francis Ponge, Paul Éluard. Et il aura aussi le soutien important d'André Malraux toute sa vie, qui est important. Mais le monde artistique peinture, on va dire, il y a Dubuffet qui va apprécier ses hautes pattes, c'est-à-dire les peintures qu'il va faire dans les années 40. Mais dans les années 20, il me semblerait, il est totalement indépendant. Il a passé sa jeunesse, une partie de sa formation en Angleterre, où il admire Turner, mais dans le milieu artistique parisien, non, il est tout à fait indépendant. Alors, il est quand même très soutenu. Je pense à Paul Guillaume, qui le mensualise et signe un contrat d'exclusivité. Paul Guillaume, qui soutient aussi Modigliani et qui est l'objet d'une belle exposition au Luxembourg. Nous en reparlerons à cette antenne le 16 octobre. Donc, il est reconnu par Paul Guillaume, il est reconnu par Borowski, qui le prend sous son aile aussi, il est reconnu par les galeristes. Donc, il vend. Vraiment le soutien de Paul Guillaume, c'est une phase très importante. C'est la première fois qu'il a un contrat d'exclusivité, donc il peut vivre de sa peinture. La seule chose, la crise de 29 arrive, les années 30, ça devient beaucoup plus compliqué, et Paul Guillaume décède à 42 ans en 1934. Donc là, c'est un choc pour lui. D'où le départ pour Tignes. C'est peut-être un peu avant le départ pour Tignes, mais il y a vraiment entre la crise économique et la disparition de Paul Guillaume était un marchand extraordinaire. Il faut quand même prendre quelques secondes parce que il a eu en contrat Fautrier, mais il a énormément soutenu Derain. Incroyable, Picasso, Modigliani, dont l'exposition, vous allez certainement en parler, mais il a été un des premiers marchands à défendre l'art nègre. Il a écrit un livre sur l'art nègre. Il va exposer de l'art moderne avec des sculptures d'art africain, et un communicant extraordinaire. Oui. Donc c'est vraiment... Il y a un livre qui vient de sortir sur sa vie, ça vaut la peine de se pencher plus. Et il avait donc un certain nombre de fautriers qui ont été vendus par sa veuve
qui a donné la collection au musée de l'Orangerie, mais qui avait revendu certains tableaux qui ne lui plaisaient pas pour acheter un énième Picasso et un énième Renoir. Bon, c'est un peu dommage, mais le cheminement est passionnant. Et c'est un découvreur, et on a la chance que certaines toiles que l'on présente ont appartenu à Paul Guillaume. Alors revenons sur votre exposition Jean Fautrier, les années 20, à la Galerie de la Présidence, Florence Chibré-Possu. Le traitement de la couleur est original. Fautrier ne cherche pas la lumière dans la couleur comme les impressionnistes, comme Monet, ou plus proche de nous comme Rothko, dont nous parlerons dans une prochaine émission, évidemment. Il part du noir, j'ai l'impression. Oui, dans les années 25, il y a la période noire, où c'est des toiles toutes noires, il y a juste un trait de blanc ou de rouge. Tout se met en place à cette époque-là. Vous avez ce grand tableau, par exemple, qui est à Pompidou, qui est un sanglier pur, un vrai morceau de viande, mais qui a une force aussi forte qu'un Rembrandt, qui est extraordinaire. Alors, c'est assez étonnant que les années 20, les années folles à Montparnasse, sont d'une joie de vivre, et c'est d'ailleurs le titre d'un tableau de Picasso, et d'ébullition artistique. Et Jean Fautrier n'y échappe pas, mais peut-on parler de légèreté dans sa peinture ? Non, pas vraiment. On est d'accord. C'est assez puissant, assez dur, assez fort. Hein. Vraiment, non, on ne parlerait pas de légèreté. Donc on va prendre un peu de la légèreté de Montparnasse. Je ne suis pas ce que l'on dit quand je suis dans la vie. Je ne suis pas ce que l'on pense, Yvonne Printemps, qui chante, et vous avez reconnu Pierre Freinet. En introduction, nous sommes à Montparnasse, rue de Lambre et boulevard Raspail, sur les traces de Jean Fautrier, que vous exposez, Florence Chibré-Possu, à la Galerie de la Présidence, en face du Palais de l'Élysée, presque. Alors la question qui fâche à présent, puisque l'émission va bientôt se terminer, parlons prix, parlons fric, parlons argent, parlons pognon, parce que c'est l'une des joies du promeneur que je suis, c'est d'entrer dans une galerie et de demander le prix d'une œuvre. On peut toujours se renseigner sur Internet, mais le dialogue avec le marchand, le galeriste, mais qui à ce moment-là est un marchand, est toujours fructueux. Il y a d'abord une gêne, de la pudeur, une timidité qu'il faut surmonter. Vous le remarquez ? Non, on ose maintenant. On ose maintenant. Oui. Et puis il faut parler aux galeristes. On est là pour ça. Il n'y a pas que la vente, on apprend toujours. Il y a un échange qui est merveilleux. Et de savoir pourquoi ça coûte tant, ou pourquoi ça coûte si peu. Oui. Les encres de Fautrier commencent à 8 000 €. Oui. Donc on peut s'offrir un super dessin à l'encre de Chine des années 20. Et le sport national de tous les collectionneurs en vous payant plusieurs fois. Et c'est encore mieux. C'est quand même plus agréable. Alors comment se fait-il que des contemporains travaillant pour les mêmes marchands, je pense à Chaim Soutine par exemple, vont avoir une cote plus importante que celle de Jean Fautrier ? La partie abstraite est encore... Et sur l'art informel, Fautrier déjà sont des prix autres. Hein. Oui. Les années 20 sont encore accessibles, même si les huiles valent plus. Hein, bien sûr. Mais il y a aussi une relecture aujourd'hui de cette période. Vous avez par exemple l'Art Institute de Chicago qui a acheté une grande toile de Fautrier des années 20 des chrysanthèmes il y a 2 ans. C'est un signe qu'on regarde ces années différemment. Ils l'ont acheté cher ? J'ai pas le prix, mais c'est moins cher que des otages, que de la partie abstraite. Oui. Donc c'est intéressant de voir que les musées s'intéressent et se revoient la lecture qui était faite de Fautrier, qui commence dans les années 40. C'est pas vrai. Tout se met en place dans ces années 20. Parce que comme vous dites, après il devient professeur de ski, il va arrêter pendant 10 ans de peintre. Donc en 29, tout est en place, le sujet devient secondaire, c'est la matière qui compte, et la matière, ça va être toute la base après des années abstraites. Mais moi, je le trouve totalement passionnant dans ces années 20, et vraiment, merci pour cette exposition, parce que on sent, comme vous le disiez, que tout Fautrier est là, est placé, mais on sent aussi cette force, ce dynamisme, cette joie de vivre, qui ensuite sera un peu dépassée par la matière elle-même. Mais il expérimente toujours. Là, on voit dans certaines toiles, il gratte au couteau, il fait des choses, il teste des choses. Entre la lumière et la matière, c'est un jeu assez passionnant. Le sujet, on va dire, il sert essentiellement à faire parler la matière, mais peu à peu,
le matériau devient l'objet même de la création. Les formes quittent peu à peu le registre du figuratif, c'est-à-dire les nus n'existent plus, hein. Après c'est plus des animaux, des fleurs ou des fruits, et peu à peu les formes quittent le registre du figuratif et font éclater la matière. Et c'est en ça qu'on annonce complètement l'art informel qui va apparaître à la Galerie de Rouen en 1943. Et qui va durer jusqu'à sa mort. Oui. Après, c'est que la matière qui est le sujet de ces toiles. Oui. Et justement, ce qui le passionne, c'est à ce moment-là, il y a une... Vous disiez tout à l'heure que dans les années 20, il est assez solitaire. Il ne rencontre pas vraiment les peintres qui se trouvent au Dôme, au Select ou juste à côté. Mais en revanche, dans les années 60, là, il va être complètement pris dans un mouvement. Oui, il représente la France à la Biennale de Venise avec Hartung. Ils ont mais bon, il meurt en 64, donc c'est vraiment, il a sa grande exposition au musée d'art moderne l'année de sa mort. Donc vraiment, bon, il est reconnu. Consécration. Voilà, tout à fait. Et cette consécration va venir aussi par le fait d'échanges. Je pense avec Georges Mathieu, je pense avec du buffet, beaucoup. Du buffet, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Baselitz dit un des peintres qui m'a influencé le plus, c'est Fautrier. Voilà. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. donc il faut l'écouter. Et encore une fois, bravo pour cette exposition, parce que il y a combien d'œuvres en tout? Une trentaine. Une trentaine. Ouais. Ce qui est déjà énorme, parce que c'est pas très grand chez vous. Mais donc, il faut avoir la curiosité de venir voir. Il faut rentrer. C'est des choses un peu particulières qui peuvent surprendre au début, mais c'est au contraire, c'est important d'être dérangé un petit peu. Ça prouve la force et l'innovation de l'artiste à l'époque. Un très joli but de promenade pendant le week-end. Vous ouvrez tous les jours? Tous les jours, sauf le dimanche. Et il y a une ouverture spéciale le dimanche. Les galeries sont toutes ouvertes un dimanche au mois d'octobre, vers la mi-octobre, à suivre. Ça vaut la peine de se promener un dimanche après-midi dans les galeries. Alors, les femmes encore sont extrêmement présentes. Je vois cette gouache et aquarelle sur papier, Le client au bordel, qui est signée Avenue de Suffren, en bas à droite. Donc, absolument. On a l'adresse. Qui fréquentait il s'inspirait. Là, il y a une expression dans les visages de ces femmes incroyable. Hein. Il y a un petit côté Toulouse-Lautrec, non? Oui, ou un peu gros sous Dix. C'est le cadre qui est le même, oui, ça c'est sûr. Mais l'expression des femmes est plus dure. Hein, parce qu'on a le piano, on a ces femmes qui sont assez mastoc, il faut le dire. On a derrière, on ne sait pas si c'est un miroir qui reflète, ou si c'est un client qui passe, ou si c'est un serveur, parce qu'on voit un plateau avec peut-être des bières ou du thé, je ne sais pas. Et on a cette... Et la misère humaine sur ces visages est incroyable. C'est terrible. Et sur les visages, et sur la pose, et sur il y a que lui qui est encore l'homme au centre de la toile, a le visage baissé et presque un peu honteux, on peut dire. Voilà, ça. Et puis alors on a aussi les filles de Maison Close. Ça c'est une petite aquarelle, mais c'est fantastique. Hein. Tout est dit. C'est une violence, un réalisme assez incroyable. Hein. On a trois femmes qui attendent, qui sont en nuisette un peu momoche, et ça s'appelle Filles de Maison Close, et j'avoue que c'est terriblement triste. Hein. La chair est triste. Et c'est un beau témoignage. On est en 24-25, c'est aussi puissant qu'un Gross ou un Dix de l'époque. Ils ne sont pas du tout connus avec les expressionnistes allemands, mais il y a la même puissance. Hein. Ouais. Et alors des couleurs formidables. Regardez ces gris, ces estampes ici. C'est des fraîcheurs d'aquarelle à partir du moment qu'on ne les montre pas au soleil. Il ne faut jamais mettre ces aquarelles au soleil. C'est pour ça que tous les ateliers d'artistes sont au nord. Les raisins noirs, technique mixte sur papier marouflé sur toile. Là, on est en 1938-1939. On n'est plus dans les années 20. Oui, il y a une petite exception, mais c'est intéressant. Et c'est très important. Parce qu'après, quand il va être sur sa période abstraite, il travaille essentiellement sur papier et il maroufle sur toile. Et sur ce papier, il met des poudres, il essaye beaucoup de choses. Mais il part depuis le papier qu'il maroufle sur toile. Et ces raisins noirs sont très importants, je trouve, dans l'exposition, parce qu'ils montrent où il va aller.
Exactement. Alors qu'on a vu du dessin, on a vu de la couleur, on a vu de la couleur un peu marquée par le noir aussi. Hein. Et puis là, d'un coup, on entre dans cette abstraction, presque cette abstraction, parce que les raisins noirs, c'est quand même du raisin noir, oui. Mais on rentre presque dans cette abstraction et dans la matière brute, quoi. Absolument. On est déjà dans l'art brut de Dubuffet. On va dire que Dubuffet s'en inspire. Hein. Oui. Mais après, il part dans d'autres sphères aussi extraordinaires, hein, Dubuffet. Hein. Oui, mais Jean Fautrier était là, il était très présent. Florent Chyprier-Plossu, qu'est-ce qu'il faut retenir très précisément s'il fallait retenir... De ces années 20 ? Oui. C'est que c'est un artiste qui en constante évolution et vraiment tout s'installe dans les années 20. Après, il évolue, mais tout s'installe déjà. Hein. Et c'est une grande production en termes quantitatifs. Alors, le catalogue raisonné vient de sortir. Ah. C'est un événement que le marché de l'art, tous les professionnels attendaient depuis 20 ans. J'ai pas compté combien il en a fait dans les années 20, mais c'est important quand même. Hein. C'est pas juste des œuvres de jeunesse, on peut pas dire ça. C'est la période la plus féconde. La plus féconde, je ne sais pas. Mais en tout cas très importante parce qu'on part de début des années 20 hyper réaliste, hyper figuratif, à la fin des années 20 où tout s'installe, il n'est pas encore abstrait mais presque. Donc ça c'est absolument... le côté très sombre du début, à la fin, c'est la matière qui prend le dessus. Est-ce que le changement d'épouse qu'il va avoir à multiples va contribuer au changement de son style ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Mais il faudrait peut-être regarder le catalogue raisonné. Oui, je ne suis pas certain, parce qu'après, il devient complètement abstrait à partir des années 40. Hein, donc, Mais un peu tard par rapport aux autres. Parce que la première abstraction, c'est quand même Kandinsky 1912. C'est autre chose. Mais il s'est mis en 40. Mais il bouleverse quand même totalement l'art moderne avec Hartung, avec Michaud, Giacometti. C'est des artistes qu'on classe dans aucun groupe, mais qui ont apporté beaucoup à l'art moderne au XXe siècle. Alors Jean Paulhan va lui commander un certain nombre de gravures pour illustrer Dante. Ouais, c'est Malraux qui lui passe la commande. C'est Malraux. Voilà, oui. Et le livre ne verra jamais le jour. Oui, c'est pour la Nouvelle Revue Française, et ça ne se fera pas, ce qui va un peu froisser les relations entre Fautrier et Paulhan et Malraux. Mais bon, après, il avait l'habitude de se fâcher un peu avec tout le monde, mais après, voilà, ça sera remis. Bon, c'était un fort en gueule. Et alors, ensuite, il va y avoir... parce qu'en 1943, si ma mémoire est bonne, il est en province, il va y avoir une exécution de... Alors, les otages, oui, c'est en 1945, et ça se passe devant chez lui, à Châtenay-Malabry. Voilà. Et ça va faire l'objet de toute une série d'otages, qui sont des toiles extrêmement importantes et qui va marquer vraiment c'est un cap dans son œuvre. Et l'autre, après, il va faire une série d'objets entre 45 et 55. Et ensuite, il y a en 56 les partisans. C'est des tragédies de têtes de partisans face aux Russes qui rentrent dans l'Union soviétique, dans Budapest. Donc ça, c'est aussi un autre moment marquant historique, on va dire, dans l'œuvre de Fautrier. Parce en 45, il assiste donc à cette exécution d'otages, et il va peindre les cadavres. Non, il peint que des têtes, mais qui ont une présence et une force. Excusez-moi, des têtes un peu abstraites quand même, mais qui sont extrêmement fortes et une présence incroyable. Merci beaucoup, merci Florent Chyprier-Plossu. Nous allons absolument voir l'exposition Jean Fautrier, les années 20, à la Galerie de la Présidence, en face du Palais de la République. Merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer. Et en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous savez que nous ferons partie des objets de votre poche, ce qui est toujours délicieux. Demain, mardi, je recevrai Alexandre Jardin pour son livre Frères, un témoignage poignant. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et puis si vous passez à table, bon appétit.